La psycho-oncologie prend en compte la dimension psychologique, psychiatrique, comportementale, sociale et familiale du cancer. Elle accompagne le patient cancéreux en respectant sa subjectivité, son désir, malgré la maladie et les difficultés qu'elle entraîne pour se vivre dans son corps, dans sa tête. David Malinowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes psycho-oncologue à la psycho-unité de l'hôpital Curie à Paris, au service adulte. Vous recevez dans votre pratique ces êtres rongés par un mal intérieur qui métastase, qui envahit tous les pans de leur vie. Quelle importance la parole a-t-elle dans ces instants critiques, selon vous? Oui, alors, juste pour dire, vous parlez de métastases, tout ça, c'est pas le cas pour tout le monde, hein, quand même. Hein. Alors, le cancer, c'est quand même une dégénérescence des cellules pour tout le monde. Oui, mais quand on va dire que les métastases, c'est quand le cancer migre. Oui, au quand départ, le cancer il y a une n'est plus atteinte. primaire. Oui. Voilà. Et donc, je dirais que l'accompagnement des personnes atteintes de cancer, c'est quoi, ça va sur tous les moments de la vie, en fait. Oui. C'est-à-dire que ça va du moment de l'annonce jusqu'à, on va dire, la guérison, des fois des récidives, des fois jusqu'à... Avant les métastases, Ouais, voilà, dans c'est le ça. meilleur des cas. Donc D'accord. c'est très varié en fait. Il y a aucun accompagnement, je dirais type. Mhm. Ça vraiment dépend de chaque personne, quoi. Mais cette parole subjectivante, j'imagine, cette parole féconde qui permet de sortir du corps, de sortir du mal-être, comment vous le percevez? Comment vous la percevez d'abord dans les différentes étapes? Est-ce qu'elle est la même? Est-ce que son utilité est la même? Non, c'est variable. Je dirais au moment de l'annonce, ça peut être des annonces des fois très sidérantes, très choquantes, qui laissent, on va dire, le patient ou la patiente complètement figé et sidéré. Et donc, dans ce moment-là, c'est permettre à la personne de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé, sur les ressentis, pour pouvoir sortir de cet état de figement. Et puis, pour d'autres personnes, ça va être, je dirais, mettre des mots sur le sens, des fois, de la maladie, sur ce que ça impacte sur leur vie familiale, personnelle, amoureuse, professionnelle. Donc, c'est très, très variable. L'annonce est quand même un moment très particulier Oui, dans votre travail de oui. clinicien. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Alors, il y a plusieurs annonces, plusieurs Oui. cancers. Je pense à chaque individu une annonce particulière. Mais comment ça se travaille, ça? Ben, je dirais que il y a tellement, il y a tellement de cas possibles, mais je dirais il y a parfois pas une annonce. C'est-à-dire il y a le moment de l'annonce où le médecin va mettre le mot dessus. Mais après, il y a aussi plein d'annonces, les annonces de traitement, les annonces je dirais, de tout, oui, les différentes étapes. Et ces moments d'annonce, ils peuvent être vécus différemment. Et je sais qu'il y a des patients, par exemple, qui vivent l'annonce complètement, je dirais un peu dans un état un peu, je dirais, second, où ils se demandent si c'est bien vrai ou pas. Ils sont complètement, je dirais, en dehors de l'annonce. Et ils mettent du temps à accepter parfois, même rien que pouvoir dire le mot cancer. Certains, j'ai observé parfois, ils ne le disent jamais en fait. Même jusqu'à la fin. Ils disent quoi alors? Qu'est-ce qui remplace le mot cancer? Ils parlent de la maladie, ils parlent des traitements, ils parlent du médecin, ils parlent de plein de choses. Mais mettre le mot cancer, ça peut prendre beaucoup de temps. Parfois jamais. Parfois jamais. Parfois jamais. Mm-hmm. Vous les suivez, les patients que vous accompagnez au moment de l'annonce? Est-ce que vous les revoyez forcément tout au long du protocole? Alors, à l'Institut Curie, quand on commence à voir une personne, souvent c'est dans le contexte hospitalier. On va les voir des fois dans la chambre, au moment où il y a eu, je sais pas, comme c'est beaucoup de cancers du sein, c'est le moment où il y a eu la mastectomie, par exemple. Et donc là, on voit la personne à ce moment-là. On les voit, on va les voir à la demande de l'équipe si il y a un repérage, on va dire, d'une souffrance particulière psychologique. Et des fois, c'est à la demande du patient même, qui demande à ce qu'un psy vienne. Donc c'est soit un psychologue, soit un psychiatre qui va voir je dirais, le patient. Je dis psychologue ou psychiatre, au départ c'est un peu indifférencié, on est dans une équipe de psycho-oncologie. Vous avez des psychologues et des psychiatres dans cette équipe. Oui, il y a les deux. Et au départ, il n'y a pas sauf s'il y a une demande de traitement, et là ça va plutôt être un psychiatre, mais au départ c'est vraiment, on y va tous, et puis en fonction de ce qui se passe, il y a une suite. Donc il y a la médication pour le psychiatre et le même travail pour psychologue et psychiatre au niveau de la verbalisation. Exactement.
exactement. Et donc, quand on commence à voir une personne, souvent, on la suit tout le temps après. Sauf si la personne demande à changer de psy, ça arrive. Des fois, le lien ne se fait pas ou autre, et c'est tout à fait possible. Mais dans le dossier, c'est bien repéré pour vraiment avoir un lien dans le temps avec la personne. C'est pas, c'est pas en fonction du temps, on va voir tel ou tel psy, tout ça. Non, il y a vraiment un lien qui se crée avec la personne. Alors, la question de la psychogénèse du cancer, elle est souvent abattue. On pense que certains cancers ont une origine psychologique, psychosomatique en tout cas. Qu'est-ce que vous faites avec cette croyance qu'amènent beaucoup de patients, je pense, quand il est atteint? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que ça peut être une croyance à la fois aidante, dans la mesure où on peut modifier les choses psychologiquement, mais également handicapante à certains moments, quand le patient s'enferre dans la conviction que c'est parce qu'il est dépressif qu'il est cancéreux. Je dirais que face à une maladie comme le cancer qui est bien souvent associée à la mort, c'est-à-dire qu'au moment de l'annonce, c'est souvent, j'entends, cancer égale mort, il y a un besoin de mettre du sens, en fait. Et que parfois, le sens va passer par mettre un sens psychologique ou un sens lié à l'histoire de la personne. Et donc, pour certains, ils vont le faire. Nous, quand la personne y met du sens, on va dire, il y a des fois, il n'y a pas de... Moi, je vais pas remettre en question ça, c'est le sens que la personne y met. Mais par contre, je dirais que personnellement, il y a des personnes qui vont mettre un sens. Je pense à une personne qui avait un cancer des poumons qui était lié à de l'amiante. Et elle avait mis du sens, avait dit oui parce que ma mère est morte et ceci et cela, et ça a été un choc psychologique, c'est pour ça que j'ai ce cancer-là. Voilà, les médecins lui ont déjà expliqué que c'était lié à l'amiante et tout ça. Elle ne l'entend pas, elle préfère dire que c'est ça. C'est avant tout dû à son environnement socio-professionnel. Mais l'environnement socio-professionnel est quand même dû à des choix personnels au départ. Donc ça se relie évidemment. Mais parler d'origine psychologique, c'est quand même fort de café dans ces cas-là où parfois même l'entreprise a été condamnée, je pense à l'amiante. Oui. Surtout, ça peut être très culpabilisant. De penser qu'il y a une origine psychologique. Je me souviens d'une personne qui avait eu un premier cancer et qui avait été suivie par une psychologue pendant des années et qui avait eu une récidive. Et au moment de la récidive, en fait, sa psychologue lui avait dit vous voyez, c'est qu'on n'a pas assez travaillé en profondeur. Voilà. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est quoi Il y a quelque chose d'une culpabilisation. Oui, donc je comprends qu'il y a un besoin de reprendre le contrôle et donner un sens. Mais il y a des moments, c'est complètement... Il n'y a rien qui prouve, par exemple, il n'y a aucune étude qui montre que le cancer a des origines liées au stress ou des choses comme ça. Je pense que... elle est plurifactorielle. Oui, voilà, exactement. Et que on est tellement aussi baigné dans tellement de produits cancérigènes et tout ça, que ce serait vraiment dire que c'est que le psychologique. Finalement, c'est la maladie de la société du 21e siècle, le cancer. Ouais. Elle vient peut-être de cet hypercapitalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous m'emmenez sur un autre domaine. Oui, peut-être. En tout cas, les modes de vie ont fait qu'on est confronté à de plus en plus de produits toxiques. Je voyais juste un exemple. C'est un détail, mais ça, on le retient pas. Je voyais que les Américains, jusqu'aux années 90, ont fait des essais nucléaires dans l'atmosphère. Et avec des répercussions nucléaires, avec de la radioactivité sur toute la Terre. Donc on se dit, certainement qu'il y a des... Mais ça, on ne le retient pas. C'est-à-dire qu'on on préfère s'intéresser à son petit mal-être personnel. Exactement. Et culpabilisant. Alors, en unité enfant, à l'hôpital Curie, le psychologue est obligatoire. C'est-à-dire quand un enfant a un cancer, il doit forcément être suivi, accompagné, alors que les adultes peuvent choisir. Pourquoi cette différence ? Parce que moi, je ne suis pas dans l'unité enfant. Les collègues. Vous n'avez jamais travaillé avec les enfants dans les cancers pédiatriques. Dans l'unité de psycho-oncologie, on est une dizaine au total. Il y a trois psychiatres, dont un pédopsychiatre qui travaille dans l'unité enfant. Et ils sont trois psychologues à travailler dans l'unité enfant. On va dire la structure un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a un endroit spécifique où il y a les enfants. Et quand les enfants arrivent dans l'unité, le psychologue va toujours se présenter, en fait.
Voilà. Après, il y a un suivi ou pas en fonction de l'enfant, de la famille, tout ça, mais en tout cas, le psychologue est là, présent, et je dirais, nous, pour les adultes, on ne va que, on ne pourrait pas aller voir tout le monde. Je dirais, il y a un nombre de personnes suivies pour le cancer à Curie, on ne pourrait pas voir tout le monde. Donc, on ne va pas se présenter, je dirais, à chaque patient qui arrive. Non, ça, c'est pas possible. Pour les enfants, c'est un peu différent. Oui, alors pourquoi cette différence ? Oh, je pense que c'est dû au fait que je vois même les patients adultes quand ils croisent des enfants dans les couloirs, ils sont très impactés. Ils disent ah là, moi comparé à eux, les pauvres, il y a vraiment les gens sont plus touchés par les enfants. Et je pense qu'il y a certainement quelque chose comme ça qui dit voilà systématiquement on accompagne les enfants, voilà. Je pense que il y a un truc comme ça autour d'être touché par des enfants atteints de cancer. Ouais, c'est. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement ? Cette prise en charge psychologique, elle est fondamentale ? Elle est indispensable pour beaucoup Je pense, d'entre vos patients. Oui. Comment ils font sans finalement ? Parce que certains sont dans le semblant, dans le déni aussi de leur maladie et refusent de voir un psychologue. Oui, Un ça psychologue, peut, ça mais sert à rien, c'est pour les fous. il y a aussi plein de gens qui ont plein de ressources personnelles et puis tout le monde n'est pas touché de la même manière par le cancer. C'est-à-dire que suivant son histoire personnelle, on ne va pas être touché de la même manière. Je pense à des personnes qui ont dans leur famille plusieurs personnes qui sont déjà mortes du cancer et qui sont déjà accompagnées tout au long de leur maladie et tout ça. C'est beaucoup plus impactant que quelqu'un qui, par exemple, a eu, je sais pas, une personne qui a eu un cancer dans sa famille et qui a été traitée et qui est guérie aujourd'hui. C'est pas du tout le même impact, en fait. Donc ça dépend. Vous proposez également de la relaxation Ah oui. dans votre unité. Qu'est-ce que c'est la relaxation avec les personnes atteintes de maladies graves ? Comment on la vit ? Comment on les fait rentrer dans cet état d'esprit-là ? Alors, moi, je trouve déjà, donc c'est dans l'Institut Curie, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est généralement associé pour eux à la maladie, quand ils viennent, les traitements, la chimio, radiothérapie et tout ça. Bon, c'est un lieu qui est chargé pour eux. Et certains patients me disent que quand ils viennent dans le groupe de relaxation, ça leur permet de réassocier le lieu à quelque chose de plus calme, en fait, de moins connoté autour des traitements. C'est ce qui s'appelle les soins de support. Voilà, c'est les soins de support. Et donc, je dirais, les personnes qui viennent je dirais au groupe de relaxation, on peut leur proposer jusqu'à 2 ans après les traitements, en fait. C'est-à-dire que, je dirais, autant le suivi en psycho-oncologie, on les accompagne quand ils sont traités, autant le groupe de relaxation, là, ça peut être 2 ans post-traitement. Ah oui. Et je dirais, on voit avec eux différentes techniques de relaxation. On a choisi de ne pas aborder une seule parce que chacun n'est pas sensible, on va dire, au même... Donc même pendant les rémissions ? Oui. Après la rémission. Oui, bien sûr. C'est pendant les 2 ans après, oui. Et donc là, ça va être différentes techniques, aussi bien autour de la respiration. Ça peut être aussi autour de, je dirais, une technique type Jacobson, qui est plutôt décontraction musculaire. Ça peut être l'auto-hypnose, plutôt avec l'auto-training de Schulz. Ça va être méditation pleine conscience. Ça va être autour de l'imagination. Et donc là, oui, c'est pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines, le jeudi matin ou lundi matin, j'ai mon collègue aussi qui fait un autre groupe. Pendant 6 semaines, on les accompagne comme ça, je dirais, autour de la relaxation. Est-ce que certains patients qui refusent l'accompagnement introspectif, je dirais, psychothérapeutique, préfèrent et vont volontiers vers la relaxation, la méditation ? Oui, ça arrive. Il y a des personnes qui, des fois, je dirais, ne souhaitent plus aller travailler sur quelque chose d'introspectif, comme vous dites, et qui vont préférer ces approches, effectivement, de soutien plus douces pour eux. Et surtout, ce qui est important pour eux, moi, je leur dis que ce n'est pas un groupe de psychothérapie et qu'on ne va pas aborder la maladie. Mais en fait, le fait de ne pas faire ça a un effet aussi thérapeutique pour eux. Parce que la confrontation permanente à la maladie, à la mort, il y a quelque chose de usant et d'épuisant pour certains. Et ils ont besoin de retrouver un espace où voilà, on ne parle plus de ça, on n'est plus tout le temps avec la maladie en face ou la mort en face. Souffler un petit peu, quoi. C'est un peu comme une bulle, quoi. On met ça un peu à distance. Et alors, concernant l'EMDR, je sais que vous pratiquez également cette méthode-là.
cette méthode qui, à l'origine, était là pour accompagner les patients souffrant de stress post-traumatique. Comment on les distingue, les patients qui ont justement ce stress post-traumatique au moment de l'émergence du cancer et les autres? C'est des patients qui vont rester sidérés, figés, dissociés. Je pense à un patient là, qui a été, je dirais, qui a eu un cancer de l'œil et qui, je dirais, a été, on lui a retiré l'œil et qui, je dirais, on parle de manière très, très détachée et qui, des fois avec des petits rires, et on sent qu'il est complètement dissocié par rapport à ce vécu-là. Et donc, c'est des choses qui vont laisser la personne impactée pendant longtemps. Alors, si c'est dans... oui, ça, c'est important à dire. Parfois, quand on est une équipe, on fait alliance avec l'équipe médicale, mais le temps médical n'est pas le même que le temps psychologique. Et que le temps médical peut être urgent, c'est-à-dire qu'on peut aller vite, il faut forcer les choses, et que lorsqu'on force les choses, le temps psychique n'a pas le temps d'intégrer tout ça. Il peut y avoir une sorte d'effraction pour le patient. Carrément, et ça dépasse en fait les capacités du patient. Et donc, à certains moments, je dirais, les médecins sont inquiets. Ah, il faut voir cette personne parce qu'elle pleure. Je dis, mais c'est normal de pleurer, quoi. Et puis, je dirais, on est là aussi pour, je dirais, faire en sorte de ralentir le temps à certains moments, tout en ne le ralentissant pas trop, parce qu'il y a une urgence médicale. Mais si on va trop vite psychologiquement, là, on vient choquer, on vient traumatiser la personne. Donc c'est là que le M2R est utile, pour aller peut-être vraiment, pour les amener à quelque chose d'une introspection. À certains moments, quand il y a des choses qui vont rester très figées et très sidérées, oui, le MDR va être très utile à ce moment-là. Mais je dirais qu'il y a débloquer. Oui, on pourrait dire comme ça. Pour débloquer à des moments comme ça où ils sont restés choqués, en fait. Ils sont restés... ils vont le dire, je ne suis plus du tout la même personne, je suis complètement différente, je ne me reconnais pas, je rêve beaucoup, les mots du médecin me reviennent en boucle. Oui. Donc ça va durer pendant... Ça fait penser quand même à la sidération, effectivement. Oui. Et par contre, ça va durer dans le temps. C'est-à-dire que moi, mes collègues, ils vont m'envoyer une personne comme ça quand ils sentent que ça dure dans le temps et que par la parole uniquement, ça ne défiche pas le truc. Merci beaucoup, David Malinowski. Merci. Je le rappelle donc que vous êtes psychologue à l'hôpital Curie, section adulte. Merci d'avoir été l'invité de Fais voir la bête. Merci à vous.